lutte contre la corruption, les autorités ne baissent pas la garde afin de mettre un frein à l'hémorragie financière. Elles se sont dotées d'une stratégie et d'un plan d'action de lutte contre ce fléau. Le Premier ministre a lancé hier les activités de la semaine dédiée à la lutte contre la corruption. Dans 2 semaines, la MINUSMA quittera le Mali conformément au chronogramme de retrait convenu entre les Nations Unies et le gouvernement malien. Les deux parties se sont rencontrées hier pour faire le point du processus de retrait. Des explications de Mamari Kone dans cette édition. Merci de renouveler votre confiance à ORTM1. Bonjour et bienvenue à tous. Adoption d'une stratégie et d'un plan d'action dans le cadre de la lutte contre la corruption et conformément à la volonté farouche des autorités de la transition d'engager une lutte résolue contre le phénomène. La cérémonie de lancement a donné l'occasion aux uns et aux autres de rappeler le contexte et la nécessité de cette lutte au regard du rôle négatif qu'elle joue sur le développement de notre pays. La cérémonie était placée sous la haute présidence du Premier ministre. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Recommandée par les Assises nationales de la refondation, la lutte contre la corruption connaît une évolution notable avec le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce mal qui gangrène nos sociétés est combattu par notre gouvernement et ses partenaires. L'adoption de cette stratégie va contribuer, sans nul doute, à renforcer la coordination des acteurs, de nombreux acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, intervenant dans la prévention et la lutte contre la corruption, et ainsi de formaliser l'engagement de l'État en la matière et d'en mesurer les résultats. L'appui du système des Nations Unies et du PNUD en particulier s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons ensemble, le projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'État de droit, qui est mis en œuvre conjointement avec ONU Femmes et ONUDC, et aussi du nouveau projet qu'on a mission de démarrer bientôt, de lutte contre la corruption et de l'enrichissement illicite. Et ces deux interventions bénéficient de l'appui de plusieurs partenaires, et dont le Royaume des Pays-Bas, que je voudrais remercier, le Danemark, la Suisse. La mise en place de cette stratégie et son plan d'action a obéi à une démarche inclusive et participative. Le processus connaîtra d'autres étapes dans les tout prochains jours. Le gouvernement a initié l'élaboration d'un document référentiel dénommé Stratégie nationale de lutte contre la corruption. À titre de rappel, le processus d'élaboration du document a été conduit dans une approche inclusive et participative à travers la création, depuis octobre 2021, d'un comité de pilotage regroupant l'ensemble des acteurs du secteur public, de la société civile et du secteur privé. Le document de stratégie adopté par le gouvernement et assorti d'un plan d'action quinquennal est structuré autour de 4 axes stratégiques: la gouvernance et les réformes, la prévention des faits de corruption, la répression et la réparation, et la communication et donc la sensibilisation. La corruption est inversement proportionnelle au développement. Elle a toujours figuré en bonne place dans les agendas des autorités successives de notre pays, mais il semblerait que la démarche a toujours fait défaut. L'espoir repose donc sur cette nouvelle démarche pour amorcer le changement attendu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est devenue une réalité grâce à l'engagement des autorités de la transition, accompagné en cela par les organisations de la société civile, le secteur privé, sur lequel je compte beaucoup personnellement, les populations maliennes, dis-je, et les responsables à tous les niveaux. Ce peuple exige la redevabilité de la part des responsables. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est conçue et voulue comme un outil d'amélioration de la gouvernance publique, visant à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, aussi diversifiées soient-elles. La mise en œuvre de cette lutte permettra de rétablir la confiance des citoyens en les institutions dont le crédit
avait été largement entamé. J'appelle tous les Maliens, de tout bord politique, social qu'ils soient, qu'ils viennent pour qu'on refasse un Mali nouveau, sans condition. L'application de cette stratégie contribuera sans nul doute à améliorer l'image de notre pays grâce à la gestion rigoureuse et transparente des affaires. Nous restons dans l'agenda du Premier ministre qui a également présidé la journée de la Poste. Unis pour la confiance à la Poste, un outil de souveraineté nationale. C'est le thème retenu pour commémorer la journée internationale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année, décalée pour raison de calendrier. La Poste du Mali, sur la voie de la relance, a fait de cette journée un outil et une opportunité pour être au rendez-vous du numérique. Le but est de conjuguer les efforts afin que le secteur postal soit un levier de développement au service de l'inclusion sociale et financière. Tamsir Diabaté et Gausso Ashtouré nous en disent plus. Comment relever le défi de la relance de la Poste afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse? C'est la question qui était au centre des débats entre les acteurs du secteur postal à l'occasion de cette journée dédiée à la Poste. Aujourd'hui, celle qu'on qualifie de patrimoine national affiche un nouveau visage, conformément aux orientations des autorités maliennes. En clair, la Poste occupe une place de choix dans le concert du secteur postal au niveau international. Le Mali s'est engagé à soutenir le développement de l'activité postale par des politiques publiques incitatives et dynamiques qui intègrent la digitalisation des services postaux et produits postaux. C'est le lieu pour nous d'évoquer la participation d'une délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre, Dr Choguel Kogala Maïga, au congrès de l'Union postale universelle tenu à Abidjan en août 2021, qui a facilité l'élection du Mali au conseil d'administration de cette institution 60 ans après son adhésion. L'élection du Mali à la tête de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la 5e session du conseil d'administration de l'organisation tenue en mars 2023 à Bamako. La signature de la convention de concession et du cahier des charges pour la fourniture du service postal universel entre l'État et la Poste du Mali, faisant de celle-ci l'opérateur désigné. Cette journée de la Poste est un atout et une opportunité d'examiner les exigences du moment afin que la Poste soit mieux outillée pour faire face à la révolution numérique. Dans un contexte de développement de nouvelles technologies, les postes montrent jour après jour leur capacité d'innovation. Ainsi, l'utilisation à travers le monde de drones, par exemple, ou de véhicules sans chauffeur pour la livraison de colis, de lancement du courrier hybride, le développement de paiements mobiles ou de la monnaie électronique pour les transferts d'argent, ou encore la création d'opérateurs mobiles virtuels sont autant d'exemples de la faculté des postes à s'adapter, voire à anticiper l'évolution de l'environnement dans lequel elles opèrent. Si la Poste est aperçue comme un maillon essentiel du développement, le moment est donc propice d'aller au-delà du diagnostic, mais plutôt de conjuguer les efforts afin que la relance de la Poste soit effective, au grand bonheur des usagers, surtout dans un monde en perpétuelle mutation. Depuis plusieurs années, le secteur postal a connu des mutations vertigineuses imposant à la faveur du numérique et du commerce électronique des changements de paradigme. De nouveaux concepts et vocables sont apparus. Poste digital, poste artificiel, protection des données personnelles, entre autres, multipliant de facto les défis pour les opérateurs. La modernisation ainsi entamée, rendue possible par la réalité du marché et le positionnement stratégique, impose à nos opérateurs et à leurs partenaires des efforts supplémentaires d'investissement, de diversification des offres et plus d'exigences de qualité. Notre poste ne doit pas de ce fait rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d'être au diapason de l'évolution de l'écosystème mondial.
Malgré les difficultés, la Poste du Mali innove à travers des solutions numériques, surtout en matière de finances digitales. Ainsi, le Premier ministre a tenu à appeler aux acteurs concernés, à l'occurrence l'autorité malienne de régulation de télécommunications, des TIC et des postes, AMRTP, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGFO et la Poste elle-même à se donner la main pour la relance de la Poste au vrai sens du terme. La journée de la Poste, c'est aussi une foire d'exposition du savoir-faire en matière du courrier express et les autorités ont eu droit à une visite des stands. Période de vacances pour les membres du Conseil national de transition. La session d'octobre, ou si vous voulez, la session budgétaire s'est achevée hier. Au cours de cette session, les membres du CNT ont naturellement adopté le projet de budget au titre de l'année 2024. Le président de l'organe législatif de la transition, dans son discours de clôture, est revenu sur les récents événements dans le pays. Le colonel Malik Diaw a salué la présence des femmes à Kidal. Il interpelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la fourniture correcte de l'électricité, sans oublier le panier de la ménagère. La synthèse de son discours avec Fousseini Tunkara. C'est le vote du projet de loi des finances 2024, deuxième partie, qui a marqué la fin de cette session d'octobre du Conseil national de transition. Dans son discours de clôture, le président colonel Malik Diaw a d'abord évoqué les motivations de son institution à accueillir favorablement les propositions budgétaires du ministre des Finances. Le Conseil national de transition a adopté la loi des finances 2024 à la majorité absolue, convaincu qu'elle répond à la vision du chef de l'État et qu'elle porte les ambitions et les ressources qui vont permettre de relever les défis qui nous assaillent actuellement. Je rappelle que le budget d'État pour l'année 2024 se chiffre en prévision des recettes budgétaires à 2 387 871 747 000 francs CFA contre une prévision de dépenses budgétaires de 3 070 740 433 000 francs CFA. La session d'octobre, les membres du CNT l'ont consacrée à la ratification d'ordonnances et des projets de loi relatifs aux conventions et accords. Un accent particulier a été mis sur la diplomatie parlementaire. Nous avons œuvré au renforcement de la diplomatie parlementaire à travers nos participations aux différentes rencontres internationales. Il faut aussi ajouter que notre capitale a abrité la session du sous-comité du CIP UEMOA. Au-delà de ces sessions délocalisées auxquelles le CNT a largement participé, je voudrais aussi remercier les acteurs sociaux, les ambassadeurs et les amis sincères du Mali que nous avons reçus et qui nous ont témoigné toute leur amitié et tout leur soutien à la transition. Dans cette allocution, le président du CNT est revenu sans surprise sur la situation de Kidal, une région désormais sous le contrôle de l'État. Dieu merci, ceci est devenu une réalité le mardi 14 novembre 2023 par la rentrée triomphale de nos femmes à Kidal. Cette prise de Kidal marque une étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire longtemps envahi par des hordes de terroristes. Nous félicitons le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta pour sa vision stratégique par rapport à l'atteinte de multiples défis, tous prioritaires, et pour avoir su redonner aux Maliens et aux Maliennes leur dignité et leur fierté en rendant les forces de défense et de sécurité plus aptes à remplir leur mission de protection des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, l'actualité dominante dans le Sahel est bien la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Ce qu'il faut retenir aussi de l'AES, c'est qu'elle présente un nouveau chapitre dans la lutte contre le terrorisme dont les résultats sont tangibles au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les ambitions de l'AES dépassent largement celles du G5 Sahel. Non, je vais dire plutôt
le GD Sahel, pour être plus précis, depuis le retrait du Mali de cette organisation qui a été suivie par celui du Burkina Faso et du Niger. Les questions sociales n'ont pas été occultées par le premier responsable de l'organe législatif de la transition. La situation exige toutes les attentions du gouvernement. Entre les délestages et les coûts de plus en plus élevés des produits de grande consommation, nos compatriotes ont fait preuve de beaucoup de compréhension et de patience. Nous savons que des mesures énergiques sont en cours, mais nous demandons encore, une fois au gouvernement, de communiquer plus et d'aller très vite, car le mois de Ramadan pointe à l'horizon. Pour conclure, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, a félicité les Aigles cadets 3e mondial lors de la Coupe du monde des cadets de la catégorie. Il a aussi salué l'ensemble de la presse malienne pour le professionnalisme constaté tout au long des sessions que le CNT observe. Dans 2 semaines, la MINUSMA quittera définitivement le Mali et cela conformément au calendrier établi par la mission onusienne et les autorités maliennes. Une séance de travail a eu lieu sur la question entre les membres du gouvernement et la délégation onusienne conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies à l'appui aux missions. Les membres du gouvernement présents à la rencontre et la mission onusienne se réjouissent du bon déroulement de ce retrait et se penche désormais sur l'avenir des relations entre notre pays et les Nations Unies. Les précisions de Mamari Kone. Le dialogue n'a jamais été rompu entre le Mali et les Nations Unies. Ces propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale traduisent la bonne ambiance et l'identité des points de vue qui ont prévalu lors de cette séance de travail. Il s'est agi pour les deux parties de faire le point de l'état d'avancement du processus de retrait de la MINUSMA. Étant donné le fait que la liquidation ainsi que la phase de retrait qui est maintenant en cours sont très importants, mais ce qui est plus important, c'est le commencement d'un nouveau chapitre entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies pour le bénéfice du peuple du Mali sous la guide des priorités fixées par le gouvernement malien. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, même si le processus se passe bien, il a toutefois rencontré quelques incidents mineurs. La première phase s'est déroulée globalement dans une atmosphère en tout cas de compréhension mutuelle avec quelques défis qui ont été surmontés. La deuxième phase que nous savions difficile du processus de retrait de la MINUSMA ne s'est pas exactement passée comme nous le voulions. Il y a eu des difficultés, comme il faut s'attendre à cela, des difficultés qui sont liées à plusieurs facteurs. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 15 jours de la fin de cette période. On peut dire que nous allons atteindre ce résultat du retrait de la MINUSMA au 31 décembre face à un calendrier extrêmement contraignant d'un retrait d'une mission de cette taille dans une période de 6 mois. C'était un grand défi, mais nous pouvons dire que cet objectif politique sera atteint. Il sera atteint. Pour l'État malien, le plus important était de pouvoir assurer ou parvenir à un retrait de la MINUSMA en préservant l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'ambition du gouvernement malien est de conclure cette phase en maintenant une coopération normale avec les Nations Unies. La MINUSMA, qui n'est qu'une composante des Nations Unies, donc une mission, termine son travail, mais les Nations Unies, dont le Mali est membre, va rester ici et était là avant la MINUSMA. Et les Nations Unies, dans ses différentes composantes, agences, fonds et programmes, restera ici pour travailler pour les bénéfices des populations maliennes et l'État malien, qui est responsable de tous les autres sur notre territoire, continue à s'engager pour que les Nations Unies puissent continuer à remplir leur mandat avec le concours des autorités maliennes. Et cette phase, nous souhaitons qu'elle puisse se continuer. Le ministre Abdoulaye Diop a eu une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés au Mali pour la quête de la paix. À noter qu'une quinzaine de membres du gouvernement sont impliqués dans l'exercice sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
Les États généraux de l'éducation seront bientôt tenus. C'est une annonce du président de la transition lors de sa visite à Caille. Les membres de la commission d'organisation sont à pied d'œuvre afin de faire de ce rendez-vous le déclic d'une éducation performante. Les travaux préparatoires ont débuté hier en présence des deux ministres en charge de l'éducation. Le compte-rendu de Fadema Keïta. Une analyse de la fonction enseignante s'impose pour une refondation efficiente du système éducatif malien. C'est dans ce dessein que sont initiés les États généraux de l'éducation. Sorte d'espace d'échange ou de recherche de solutions de 48 heures menées par 75 membres de la commission d'organisation des 10 États généraux. Les 3 groupes de travail constitués pour la circonstance se répartissent sur autant de thématiques jugées impératives pour l'atteinte des objectifs. De manière spécifique, certainement, de réfléchir sur les sujets de la formation initiale des enseignants et des enseignants-chercheurs, de la gestion du recrutement, de la formation continue, du redéploiement, la question relative à l'absentéisme et à l'attrition des enseignants, des conditions de travail et de la carrière des enseignants. Depuis le mois d'août, nous travaillons. Nous avons mis en place, nous avons élaborer une note conceptuelle, des termes de référence, une feuille de route et identifier 18 thématiques qui seront mises en discussion dans les ateliers. On va réfléchir pour qu'il puisse y avoir suffisamment d'enseignants de qualité pour toutes les écoles du Mali. Les retombées des États généraux de l'éducation profitent aux 4 secteurs: éducation nationale, enseignement supérieur, ministère de l'administration territoriale, mais aussi au ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat national. Pour garantir un enseignant devant chaque enfant, il y a lieu pour nous d'examiner le contexte professionnel et social des enseignants à travers la gestion des carrières et la valorisation sociale de la fonction enseignante. Il s'agira d'analyser et de proposer les solutions, de se pencher sur la gestion des enseignants en termes d'effectifs disponibles, de besoins à satisfaire, de répartition et de disponibilité sur le territoire national. Les recommandations issues des 2 jours de travaux vont permettre aux membres de la commission qui seront déployés dans les capitales régionales d'approfondir la sensibilisation sur le bien fondé des États généraux de l'éducation à travers 18 thématiques. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis un lot de véhicules aux forces de sécurité, 69 pick-up monocabines entièrement financés sur le budget national. Ces véhicules, c'est pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a saisi l'occasion pour davantage encourager les hommes à plus de détermination pour définitivement relever le défi de la sécurité. Le reportage de Youssouf Tchakité. Ce sont au total 69 véhicules pick-up monocabines qui viennent d'être mis à la disposition des forces de sécurité nationales. Des véhicules entièrement financés par le budget national. Un fait qui démontre une fois de plus la volonté et la détermination des autorités de la transition à relever tous les défis liés à la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Je veux, à mon nom personnel et au nom de mes collègues ici présents, vous exprimer notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour la très grande écoute que les plus hautes autorités de la transition accordent en permanence à nos difficultés et les réponses concrètes qu'elles s'efforcent d'apporter dans un temps record. La meilleure preuve nous est fournie aujourd'hui avec cette dotation importante de 69 pick-up de grande qualité. Monsieur le ministre, ces véhicules vont nous permettre de renforcer nos opérations de sécurisation et de poursuivre la traque sans relâche des criminels et des terroristes sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement de la transition du Mali, dans sa volonté affichée de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité, est résolument engagé sous le bienveillant leadership
de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dans un vaste programme de réalisation d'infrastructures, d'acquisition d'équipements spécifiques et de moyens roulants. Ces véhicules sont destinés aux nouvelles unités dans le cadre de leur opérationnalisation et plus particulièrement celle du Nord. Ces véhicules, faut-il le rappeler, permettront de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Pour mémoire, la présente remise est un premier lot d'une suite. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.